je vous donne un peu de bagage sur Vention. Vention, notre mission, c'est de démocratiser l'automatisation industrielle. On s'affaire à cette mission-là depuis l'été 2016. Aujourd'hui, on a environ 310 employés. On est présent dans 4000 usines à travers les États-Unis, le Canada et l'Europe. On a un siège social ici à Montréal, ainsi qu'à Berlin, en Allemagne. Et on a présentement environ 18 000 morceaux d'équipement sur le terrain. Ça vous donne une idée environ 4,3 machines par site. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est la somme de tout ce travail-là qu'on a fait depuis les 8 dernières années. Qu'est-ce qu'on a appris pour permettre l'adoption de l'automatisation industrielle par une différente classe, différents types de praticiens du domaine. Je fais un peu l'état des choses. On aime se faire accroire, puis peut-être d'entre vous qui sont dans une usine où il y a un fort volume de production, vous êtes habitués à des mondes comme celui qu'on voit à droite, où c'est bien automatisé, tout est déjà à haute cadence. Et en fait, j'aimerais mentionner que souvent les solutions pour ce genre de problème-là sont assez bien desservies dans le marché. Les solutions existent. Par contre, la majorité des usines sont davantage comme le monde à gauche. Peut-être vous ralliez à ça, opération manuelle avec des employés qui qui répètent des tâches relativement répétitives. Et c'est à ce problème-là qu'on voulait s'attaquer. C'est très difficile aujourd'hui d'automatiser des usines qui sont à petit volume, à haut taux de mixité, de façon profitable. J'aime parler de Stephen Gale, parce que Stephen Gale, c'est un de nos premiers clients en 2018, au début de l'aventure. Et Stephen il fabrique des draps chirurgicaux, tu sais, les fameux draps bleus qui séparent les patients dans les hôpitaux. C'est un monsieur qui connaît excessivement bien son procédé, mais ne pouvait jamais automatiser par lui-même. Il était toujours dépendant sur des intégrateurs système pour des petits cas d'utilisation parce que les outils disponibles pour pouvoir automatiser étaient trop complexes. Et lorsqu'on a donné les outils Vention à Stephen, il a été capable d'automatiser plusieurs morceaux de ses opérations par lui-même. Ce que vous voyez ici, c'est une machine pour couper du tissu, là, justement avant la mise en pli. Voilà. Et pour moi, cet exemple-là démontre la démocratisation. On a quelqu'un qui a de l'expertise, qui connaît bien son procédé. On lui donne des outils qui sont simples d'utilisation et est capable de faire des belles choses par lui-même à un coût complètement différent du coût plus traditionnel de l'automatisation industrielle. Et ça, vous allez voir, ça compte pour beaucoup lorsqu'on veut favoriser l'adoption à grande échelle. Ici, c'est un truc un peu conceptuel, mais bon, l'axe des X, c'est le niveau de production, l'axe des Y, c'est le niveau de payback ou de période de recouvrement. Plus on produit, plus c'est facile d'absorber l'investissement initial en automatisation industrielle, le CAPEX initial. Et plus on a des petits volumes de production en dessous de 10 000 unités par année, ça devient de plus en plus difficile d'automatiser avec les technologies traditionnelles. Pourquoi? Parce que les technologies traditionnelles sont très efficaces, sont très performantes, mais sont surtout très complexes. Et pour les intégrer ensemble, les moteurs, les capteurs, les PLC, les devices de safety, ainsi de suite, ça prend énormément d'expertise que les intégrateurs système ont bien maîtrisé, évidemment. Mais lorsqu'on ajoute les coûts de la composante, plus le coût de l'expertise qu'on doit également acheter, on fait les deux, puis ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des coûts d'investissement qui sont souvent au-delà de ce qui permet de générer des périodes de recouvrement intéressantes pour un petit manufacturier. C'est après ça, on s'est demandé un peu comment on peut réduire les coûts justement pour que plus de gens puissent intégrer l'automatisation de façon profitable. Puis c'est assez pertinent comme question parce qu'aux États-Unis, puis c'est la même réalité au Québec, la majorité des sites manufacturiers, c'est des sites de petits volumes, en bas de 100 employés, qui malheureusement encore aujourd'hui sont relativement très manuels. Et ces manufacturiers-là n'ont pas moins de pression sur les coûts, subissent pas moins de pénurie de main-d'œuvre que les gros manufacturiers. Par contre, ils ont beaucoup moins d'outils pour s'automatiser de façon profitable. On est vraiment au début de cette automatisation-là dans nos usines. Moi, j'aime comparer les taux d'adoption de robots par rapport à différentes géographies. Vous savez, en Amérique du Nord, le sommet du marché était en 2022. En 2022, il s'est écroulé 44 000 unités de robots en Amérique du Nord. 2023-2024, on est retombé aux alentours de 30 000 à 32 000 unités de robots par année. C'est minuscule. C'est infiniment petit comme marché. On est vraiment au début de l'adoption des robots. On va en regarder d'autres géographies, comme en Allemagne, où on pourrait aller même en Corée. On est à 2 à 4 fois plus de densité de robots par densité de travailleurs. J'étais avec quelqu'un récemment, un de nos partenaires, on est chanceux, on est privilégiés, on travaille avec NVIDIA sur plein de belles technologies. Puis je parlais avec eux récemment, puis
il sort son téléphone de sa poche puis il me dit, « Étienne, do you know what's the problem with this? This is limited by human. » Il n'y aura jamais plus de téléphones sur la planète Terre que le nombre d'humains. Robot, not limited by human. Et c'est vrai. Il y a plusieurs places, justement, pour augmenter énormément le niveau d'adoption. Fait qu'on est au début de cette aventure-là dans le marché. Il y a un problème criant de pénurie de main-d'œuvre qui va être là pour les années à venir. Il y a un problème criant également de coûts. Le monde devient plus petit avec les tensions géopolitiques qu'on connaît et l'automatisation est la solution à beaucoup de ces problèmes-là. Encore plus si on est capable de faire en sorte qu'elle est simple et qu'elle est accessible à tout le monde. Fait que ça m'amène un peu sur pourquoi l'automatisation est si coûteuse, pourquoi elle est si complexe et comment on va résoudre ça par la suite. Dans une présentation que je fais souvent, je m'amuse à parler de mes 3 unlocks, les moments qui vont faire en sorte que l'adoption de l'automatisation va basculer. Fait que je vais en couvrir 2 des 3 aujourd'hui dans la présentation, mais commençons avec le premier. Moi, à 19 ans, j'étais chanceux, j'ai fait un cégep technique avant d'aller faire à l'université et j'ai commencé à travailler dans le département d'ingénierie, j'avais 19 ans. En ce temps-là, on faisait du tooling, on concevait du tooling pour le programme du A380 puis du 787 qui était desservi chez Messier dans le temps avant l'acquisition par Safran. On a fait également, pour ceux qui se rappellent, l'usine de Mont-Tupet à Rivière-Baudet. On faisait des cellules robots pour le engine block casting. Et c'est à peu près le processus que je parcourais lorsqu'on gagnait un mandat. On gagnait un mandat, on travaillait avec le donneur d'ordre. On définissait les requis d'un énorme cahier de charges. Ça pouvait prendre quelques semaines, juste ça. Par la suite, on trouvait des composantes de joueurs qu'on connaît tous, des gros joueurs d'automatisation industrielle. On les trouvait sur différents sites web ou différents distributeurs industriels. On se rendait compte que toutes ces composantes-là sont bien, mais ils ont tous leurs standards, leurs propres standards. Donc, pour les intégrer les uns aux autres, il faut énormément d'expertise. Il faut aussi concevoir plein de pièces sur mesure pour interfacer des pièces avec les unes aux autres. Des boîtiers de contrôle, des braquettes, des structures mécano-soudées, des custom wire harnesses, des trucs comme ça. Ça prend beaucoup de travail. On met tout ça dans SolidWorks, dans CATIA ou dans Inventors. On se rendrait compte qu'il y avait encore plus de pièces sur mesure à faire. Là, il fallait faire des dessins 2D, les fameux dessins 2D pour faire fabriquer ces pièces-là qui sont sur mesure. On envoyait ça à différents ateliers de fabrication, ça va faire des bids. Pendant ce temps-là, un collègue, peut-être un ingénieur en automatisation, faisait le programme du PLC. Vous comprendrez que ce flux-là, c'est un projet. Ça prend beaucoup de temps. Et avec un projet, ça veut dire des dépassements de coûts, des dépassements de temps, ça veut dire que ça coûte cher. En fait, je m'amuse à dire qu'il n'y a rien de plus manuel que l'automatisation industrielle. Parce que la quantité d'heures hommes, quantité d'heures ingénieurs nécessaires pour parcourir du début à la fin ces projets-là. Et aux alentours de 2016, c'était possible d'imaginer que ce flux-là, ce flux numérique-là de tâches, était possible d'un environnement digital de bout en bout qui est sur le web. Je vais en parler un peu plus tard. Comme ingénieur aussi, lorsque j'avais 19 ans, j'étais dans ce petit département d'ingénierie-là, le nombre de domaines d'ingénierie qu'il fallait maîtriser était hallucinant. Il fallait être capable de faire la conception mécanique, mécano-soudée, il fallait être capable d'apprendre des PLM, puis faire la gestion de révision, il fallait être capable de programmer des PLC en ladder logic, programmer des robots dans d'autres logiciels, comprendre comment on fabrique toutes ces structures-là sur les dessins font du sens, assembler les boîtiers de contrôle. C'est énorme comme domaine d'expertise à maîtriser. Hein, c'est pour ça que les intégrateurs systèmes, c'est souvent c'est des ingénieurs qui sont à l'apogée des connaissances, qui ont tellement de domaines à être capables d'intégrer dans un même cerveau. Il y a peu de monde qui sont capables de faire tout ça. C'est difficile, et évidemment, cette expertise-là a un prix. On s'est demandé, est-ce qu'il y a moyen de prendre des morceaux de cette expertise-là et de les intégrer dans une plateforme logicielle pour qu'il y ait moins de risques, pour que ce soit plus simple, pour que plus de monde puisse bénéficier de l'automatisation industrielle. Fait que je vous amène à mes fameux unlocks, les points d'adoption. Je vous en parle de 2 aujourd'hui. Mais lorsqu'on réfléchit à ce qui peut être automatisé en usine, j'aime briser les problèmes en 2 dimensions. Il y a toujours sur ces projets-là d'automatisation 2 types de risques, risque technologique, risque de processus. Risque technologique, c'est de s'assurer que toutes les composantes que j'ai choisies, le robot, le PLC, la drive, le safety system, le convoyeur, ainsi de suite, tout ça peut être intégré les uns avec les autres, puis qu'on a un niveau de performance nominal choisi. Il y a du boulot là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de boulot là-dedans. Comparer des spec sheets et ainsi de suite, faire marcher ça. Ça, c'est le risque technologique. Le risque de processus, c'est de s'assurer que si les intrants varient, je suis toujours capable d'arriver au extrant voulu. Un exemple, au début de l'histoire de Venture, on a fait une machine pour couper les dessus de boîte. C'est une compagnie qui recevait des boîtes tapées, on voulait couper les dessus de boîte, puis une fois de temps en temps, les boîtes sont tapées un peu croches.
Et là, évidemment, une boîte sur deux, on n'était pas capable de couper le couvert comme il faut. Ça, c'est du risque de procédé. Et c'est ceux-là, souvent, qui nécessitent qu'on travaille avec des intégrateurs systèmes qui ont de l'expertise d'un procédé donné, d'une industrie de données, pour que ça coûte moins cher. Fait qu'il y a deux façons de résoudre ce genre de risque-là. Puis là, je vais commencer mon premier point d'adoption sur la plateformisation et la productisation. De travailler aujourd'hui avec des écosystèmes où tout est déjà validé à l'avance, c'est possible. Ici, j'appelle ça le Bangvention ou le Donutvention. La partie du dessus, c'est le logiciel. La partie du bas, c'est le matériel. Je fais souvent cette présentation en parlant d'une analogie. Qui se rappelle dans la salle que la musique était gratuite lorsque vous étiez adolescent? Hein? Ouais, on pouvait aller sur n'importe quel site de torrent et d'avoir la discographie de Radiohead en 2 minutes si on était capable de naviguer des torrents, des on-dp puis de brûler des CD. Aujourd'hui, tout le monde paye un certain montant par mois pour avoir accès à ses chansons, mettre ça sur son iPod. C'est assez rare qu'une industrie va de gratuit à paying. Puis pour que cette transition-là se fasse, il a fallu une idée de génie de Steve Jobs, qui était le iTunes Store et le iPod. Hardware puis software, matériel logiciel, qui était fait pour aller avec les uns avec les autres, et ça a démocratisé l'industrie de la musique digitale, où mes parents n'étaient pas capables d'y accéder au torrent, et par la suite, ils étaient capables. On n'a pas inventé ce concept-là, mais on réplique un peu la même chose. Ce que vous voyez en haut, c'est la partie logicielle. Ce que vous voyez en bas, c'est la partie matérielle. Fait que je vais creuser dans le fameux Donutvention. Et pourquoi ça, c'est si important? C'est parce que lorsqu'on intègre le matériel logiciel ensemble, on peut vraiment simplifier l'expérience utilisateur et faire en sorte que si les composantes sont disponibles dans l'environnement virtuel, elles sont compatibles. Et par défaut, on enlève les risques de technologie des projets d'automatisation industrielle. Et je vous montre de quoi ça a l'air. Pour ceux qui sont déjà allés sur le site de Vention, il y a une librairie publiée par Vention, puis également par la communauté, mais environ 2000 designs qui ont été faits à travers une panoplie de pièces Lego industrielles. Fait que la structure, des convoyeurs, des moteurs, des capteurs, tout ce qui est disponible et compatible, tous ces composantes-là sont déjà validés pour travailler les unes avec les autres. On peut partir d'un gabarit ou on peut partir de zéro et de concevoir dans Machine Builder, le logiciel de conception 3D. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a accès à la géométrie, des données géométriques des pièces Lego, mais également aux données les métadatas des pièces Lego. Et ça nous permet de faire de l'automatisation dans le logiciel. Par exemple, lorsqu'on conçoit dans Vention, on met une pièce en contexte de l'autre, ils vont déjà se positionner de la bonne façon. Fait que ça, on sauve des clics. Dans SolidWorks, je vais mettre 2 pièces en contexte de l'une de l'autre. J'ai environ 6 mouse clics à faire, 6 contraintes à définir. Dans Vention, une pièce, un clic. Après ça, le bill de matière se génère automatiquement. Calculer les fasteners, ça se calcule automatiquement. Calculer la longueur des câbles, ça se calcule automatiquement. Recommander la prochaine meilleure pièce, ça se fait automatiquement. Passer à travers des règles de conception préétablies pour s'assurer que la machine soit relativement fonctionnelle, ça se fait de façon automatiquement. Ça permet de faire en sorte que de concevoir, l'acte de conception est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus vite. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans le monde traditionnel, lorsqu'on a fini la conception mécanique, on doit basculer d'un autre univers, l'univers de la programmation robot et de la programmation PLC, qui sont des logiciels complètement différents, où souvent le jumeau numérique, le digital twin, n'est même pas présent. Cette division-là n'est pas très utile aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'informations dans le jumeau numérique qu'on veut garder pour être capable de programmer efficacement. Dans l'environnement Vention, on peut programmer, que ce soit en mode code-free, fait que sans code, ou en Python, exactement à le même endroit où j'ai conçu. Dans le même contexte 3D, avec les mêmes composantes, je n'ai pas de l'importer d'un à l'autre. Et ça, on se sauve évidemment beaucoup de temps. On peut simuler également, je vais vous montrer comment on fait ça. Fait que là, on a une idée du temps de cycle. On travaille avec des composantes qu'on sait qui sont déjà compatibles, il n'y a plus de risques technologiques, on peut simuler, et donc on commence à abaisser, puis dérisquer la machine, et on peut tranquillement commencer à baisser le niveau de risque de processus. Aujourd'hui, j'aime dire que la seule façon de savoir si une machine va réellement marcher, c'est de la concevoir, de commander les pièces, de l'assembler, puis de la tester. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas du premier coup. Ça va finir par marcher. Et c'est là que les heures d'ingénierie, parce que l'automatisation industrielle, c'est très manuel, commencent à augmenter. C'est là que les coûts commencent à augmenter. Mais si on est capable de virtualiser tout ça, de tout dérisquer dans le jumeau numérique, évidemment, les coûts sont beaucoup plus faibles. Puis ça, on peut le faire idéalement avant d'avoir investi le capital. On est une petite ou moyenne entreprise. Le profil d'investissement est beaucoup plus intéressant parce qu'il n'y a plus de risque une fois que je vais avoir dépensé le 300, 400, 500 000 $ pour ma machine, que les choses ne marchent pas.
On peut automatiser en ligne. Par la suite, on commande. Ça, c'est intéressant. Tout s'est fait en ligne jusqu'à maintenant. Je n'ai pas eu rien installé sur mon ordinateur, pas de logiciel à payer. Et là, que je commande exactement dans le même environnement où j'ai conçu. Et là, on fait ce que tous les autres font. On fait Amazon, on pick, pack, ship, on remplit des grosses boîtes IKEA, puis on envoie des pièces Lego qui façonnent une machine unique pour un client qui a un besoin unique, même si toutes les pièces Lego industrielles, sont pratiquement les mêmes d'un client à l'autre. Ici, on parle d'environ 4000 pièces Lego qui vont du robot jusqu'au capteur. Et là, par la suite, on déploie. On assemble la machine, on la met sous tension, et là, on déploie. Parce que le jumeau numérique, le temps qu'on a passé à programmer, ce n'est pas perdu ce temps-là. C'est exactement le même comportement machine, même comportement robot qu'on a eu dans le cloud, qu'on va amener sur la machine physique. Le jumeau numérique devient le jumeau physique. On va télécharger à travers le Wi-Fi ou à travers cellulaire toute la programmation qu'on a faite et on va se retrouver avec le même execution engine, le même robot motion path planning d'un et de l'autre. Ça fait en sorte que le jumeau numérique se comporte exactement de la même façon que le jumeau physique. Et par la suite, on opère. En fait, on peut tracker l'analytique machine. On peut également, pour ceux qui connaissent Dialogue, la télémédecine, télémédecine, mais adoptée à une cellule robot. On peut peser sur un piton, avoir accès à un technicien à distance qui, lorsqu'il soutient le client, a accès au jumeau numérique, a accès à tous les signes vitaux de la machine, a accès à modifier le code à distance, ainsi de suite. On est capable de donner du support de façon excessivement proactive. Aujourd'hui, comme on se concentre sur la petite et la moyenne entreprise, les requis sont très différents de la grande entreprise, ceux qui veulent faire du haut volume. Fait qu'on a des clients qui veulent faire du petit, moyen volume. Les requis sont plus faibles. Ça nous a permis de passer tout notre temps à construire une plateforme qui est aujourd'hui la plus large dans le marché. Design, automate, order, deploy, operate. On n'est pas sur tous les piliers, celles qui donnent le plus de features. Il y a des logiciels très spécialisés qui vont là. Mais aujourd'hui, ça nous permet de servir la petite et moyenne entreprise de façon super efficace. Je vais vous montrer des exemples dans quelques pages. Ça, c'est de la plateformisation. Tout se passe dans le même univers logiciel et avec des composantes où tout a été validé à l'avance. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple. Il y a une belle boîte dans le milieu là, qui s'appelle Machine Motion AI. C'est le premier produit que j'appellerais qui définit l'ère post-PLC dans un monde où tous les robots sont gouvernés par un modèle de machine learning. La nécessité d'un PLC devient beaucoup plus moindre parce que tout doit rouler sur des GPU. Et on est prêt pour ce futur-là. La boîte que vous voyez là, c'est un contrôleur plug-and-play. Il n'y a pas de PLC d'un équipement Vention. Tout se connecte de façon avec un connecteur, donc pas besoin d'un électricien. On peut connecter un actuateur, un robot, un safety devices avec un fil où il y a des connecteurs à les deux bouts. Ça abaisse encore une fois le niveau d'expertise requis pour être capable d'assembler ces systèmes-là. De travailler avec des composantes prédéfinies, ça enlève un peu de flexibilité, mais ça fait sauver énormément de temps, énormément de coûts. Et quand on met toutes ces composantes-là d'un univers digital de bout en bout, on sauve encore plus de temps. Fait que si on regarde un coût d'un projet plus traditionnel, avec des composantes traditionnelles, versus un projet réalisé dans le mode plus plateforme, c'est environ 40 %. Plus la machine est complexe, plus il y a des économies, plus la machine est simple, plus les économies sont faibles. Ça va varier, je dirais, de 10 % jusqu'à 60 % selon la complexité des cas. Mais évidemment, toutes ces machines-là sont assez uniques aux situations des clients. Je vais vous montrer des exemples dans quelques secondes. On peut pousser un peu plus loin la plateformisation, puis là, c'est là que j'appelle ça la productisation. Il y a beaucoup de cellules robots aujourd'hui, ce que j'appelle, c'est des machines orphelines. On est un manufacturier dans le Wisconsin, on a un besoin pour une machine XYZ. Si ce manufacturier-là a également un besoin similaire en Pologne, la probabilité que j'ai la même machine dans les deux sites est assez faible. Ça va être difficile de maintenir ce code-là, ça va être difficile de former les opérateurs, ça va être difficile d'exécuter la maintenance à l'échelle. Ce qui est en train de se passer dans le marché, c'est qu'il y a des compagnies comme Vention qui commencent à productifier des cas d'utilisation. Palettisation, sablage, machine tending, cas simple, mais où on donne un produit fini. Au lieu d'acheter de l'automatisation par projet, les gens commencent à acheter de l'automatisation par produit. Ça réduit les coûts, ça permet une plus grande fiabilité, plus grande façon de former la main-d'œuvre à long terme. Ça, bon, c'est des exemples ici. Venture, on n'est pas les seuls dans ce domaine-là. On est les seuls qui le fait avec une plateforme où les composantes d'une application à l'autre sont les mêmes. Je vous montre un exemple. Lorsqu'on met tout ça ensemble et on fait un projet à l'échelle,
Le projet que je vous montrer, c'est environ 1,4 million de dollars. Ça en prend environ 2 minutes. Malheureusement, la vidéo est en anglais, mais je laisse le client parler pour qu'on voie un peu l'effet d'échelle et à quel point ça change la donne de travailler en mode produit versus en mode projet. Matt Johnson, CEO of The Feed. We're the largest online marketplace for sports nutrition for endurance athletes in the world. Now we have over 5,000 products and ship 4,000 to 5,000 orders a day. Our team started with the machine builder to build out our prototype or sort of proof of concept idea, which was excellent. And it really gave us the peace of mind that we knew what we were doing. We were going to get a solution that met our needs. And we knew this was, basically automation Lego that we can take apart and click back together any way we want. The savings for us is really in labor and capacity. So we can run about 600 orders an hour through this system. The ROI, I can tell you, is significant because we actually operated for the first 2 weeks here without the conveyor system. And I would say we were running 15 additional staff just managing the process of what the conveyor has replaced. I think the delivery timeline was spectacular. There's no one in the industry that was anywhere close to it. I don't mean like they were twice as fast. I think Ventions was literally at least 6 to 8 times faster than anyone else. We were getting quotes of up to 40 weeks for delivery of a system. And Vention had it fully operational from contract to inside operating in 6 weeks. Not just saying we've delivered the solution, really focused on delaying our acceptance testing until everything was perfect, well beyond any other vendor I've seen who want to get in and get out. They said, listen, we're going to stay here until this thing is perfect. And they have, and that's why we'll be back as a future customer. Fait que le cas de Feed ici n'est pas unique. Bon, ce n'est pas toujours des accélérations de 6 à 8 fois, mais c'est simplement l'effet de plateformisation puis de productisation qui nous permet de jamais avoir à réinventer la roue. Ça nous permet d'aller très vite avec des niveaux de confiance très élevés. Je vous donne d'autres cas. Une compagnie qui s'appelle Safari Sun, ils font du matériel avec la marque, là, que ce soit des gourdes ou des gilets et ainsi de suite. Ce que vous voyez ici, c'est une machine pour faire des kits à l'avance, environ 3 fois plus rapide qu'un projet exécuté en mode traditionnel. Revachel font les Lazy Susan, que vous avez peut-être dans votre cuisine, bon projet de palettisation qui roule sur le stack technologique Vention, environ 40 % d'économie, ce qui corrèle avec ce que je vous ai montré. Aura Graphene, une compagnie de Montréal qui fabrique des cônes pour mettre dans les haut-parleurs haut de gamme, avec 2 machines, 2 cellules robots à réaliser en, si je ne me trompe pas, en 3 ou 4 semaines, 6 opérateurs de remplacer en termes d'économie. Fait que c'est simplement l'effet de la plateforme, l'effet de travailler en mode Lego qui permet d'aller vite, très, très, très vite. Bon, plein d'exemples ici qui touchent le sablage, la soudure, ligne d'assemblage, machine tending et plusieurs autres. Je vous amène en fait au prochain point. Fait qu'on a parlé beaucoup de plateformisation, productisation. Ça nous permet de réduire les risques technologiques du projet. On sait que les composantes sont déjà validées. Le risque profil, spécialement si on a un petit moyen manufacturier, ça devient un peu plus simple. Je veux parler davantage de comment on enlève les risques de procédés. Et je pense que c'est ici où l'intelligence artificielle va nous aider énormément. Il y a plusieurs façons d'y arriver, mais où c'est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est si on peut créer des jumeaux numériques qui sont fiables. Comme ça, on peut dérisquer la totalité des projets avant l'investissement en capital. Et ça, c'est primordial si on est un petit et moyen manufacturier puis qu'on s'apprête à prendre un risque élevé en investissant en automatisation industrielle, d'avoir un niveau de certitude que le temps de cycle, que le tout du projet sont ficelés à l'avance. Il n'y a pas de meilleure façon que d'avoir des jumeaux numériques fiables. Fait que ça nous permet de réduire les risques procédés. Fait qu'on travaille sur quelques morceaux que je vais vous montrer. Ici, on est dans l'environnement de conception 3D. Et on voit la souris qui se promène dans le contexte mécanique. Puis lorsqu'on mouse over, lorsqu'on promène la souris sur un contexte mécanique donné, on recommande la prochaine meilleure pièce. Pour ceux qui sont habitués d'écrire des courriels dans Gmail, je compare souvent ça à sentence completion. On complète la phrase avec les quelques prochains mots. Ici, on conçoit en 3D, puis on complète la prochaine meilleure pièce. Présentement, si vous allez sur le site de Vention, vous pouvez utiliser ce logiciel-là, c'est gratuit. On complète la prochaine meilleure pièce. Présentement, dans nos laboratoires, on se rend jusqu'à 4 ou 5 pièces qu'on peut prédire à l'avance. Encore là, ça simplifie l'acte de conception,
Ça fait en sorte que plus de monde peuvent concevoir sans ayant à prendre une librairie de 2000, 3000 pièces dans l'écosystème. Ça simplifie. Avoir des jumeaux numériques fiables, ça prend une simulation qui considère les lois de la physique. La gravité, la friction, la restitution, les speed torque curves des moteurs, des actuateurs. Avoir tous les bons paramètres pour ces composantes-là, c'est beaucoup plus simple lorsqu'on travaille avec des composantes prédéfinies. Ce que vous voyez ici, c'est le même cas d'utilisation qu'on a vu avec le case study de Feed. On testait le convoyeur. On n'a pas testé tout le modèle. On a testé une section, voir est-ce qu'on est capable d'avoir la bonne accumulation, est-ce que les boîtes se prennent dans le coulisseau, et ainsi de suite. Est-ce qu'on est capable d'avoir la bonne accumulation sans que les moteurs commencent à glisser, et ainsi de suite. On permet de dérisquer le processus. Gratuite utilisation aussi. Si vous allez sur la plateforme Vention, vous avez accès à l'engin de simulation physique par défaut. Ça, c'est le deuxième domaine. Puis ces engins de simulation physique, c'est super important parce que je reviens d'un monde où chaque robot est gouverné par un modèle de machine learning. Il faut entraîner ces modèles-là. Et aujourd'hui, le monde font du AI, ou de l'intelligence artificielle, sur le terrain. Encore là, j'achète le robot, j'achète les caméras, j'achète les GPU, je commence à accumuler des données et j'entraîne mon robot à faire une tâche donnée. Tout le risque est après l'investissement en capital. Si je suis capable d'entraîner mon robot ou mon modèle de machine learning avant d'avoir à dépenser du capital, le profil de risque pour un manufacturier de petites et moyennes entreprises devient beaucoup plus intéressant. Puis pour être capable d'entraîner des robots comme ça, il faut un engin de simulation physique. On n'est pas rendu là, mais ça ouvre la porte de pouvoir faire de l'entraînement de ces modèles-là dans un monde virtuel. Prochain point. Apprendre à programmer dans un monde où l'automatisation industrielle travaille avec des langages qui techniquement perdent en vitesse. Là, il y a déjà environ des millions de développeurs logiciels dans le monde et ces outils-là ont déjà convergé partout, sauf en automatisation industrielle. Mais je ne ferai pas d'erreur, cette convergence-là est en progrès. Si on regarde tous les praticiens qui s'en viennent sur le terrain aujourd'hui, tout le monde programme en Python. Ça est en train de devenir le langage de base pour tout système d'automatisation industrielle. Et dans un monde encore là où il y a de l'intelligence artificielle derrière chacune de ces machines-là, machines qui deviennent de plus en plus autonomes, programmer en Python, ça devient table stake. Donc, on peut programmer en Python, évidemment, dans l'environnement Vention, mais ce qui dit programmer en Python permet d'ouvrir la porte à du Copilot Programming. Ici, ce que vous voyez, en fait, c'est une petite démo où on demande « Donne-moi une fonction où j'indexe le convoyeur par 100 mm à chaque fois qu'il y a une pièce de disponible. » Puis la fonction se programme de façon automatisée. Je peux mettre ça dans le IDE et tester par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces genres de programmation-là, aujourd'hui, c'est fait sans contexte du jumeau numérique. Et que si je dis le convoyeur, le logiciel, il n'a aucune idée de quoi je parle. Il ne sait même pas qu'il y a un robot dans la scène. Dans l'univers Vention, lorsque tout est ensemble, lorsque le modèle jumeau numérique puis la programmation ont convergé, il y a un robot, il y a un nom, il y a une position, il y a un TCP, il y a une base. Même chose pour le convoyeur, il y a un drop point, il y a un pick point. Et on peut commencer à utiliser ces référents-là pour faire de la programmation par prompt, qui sont beaucoup plus efficaces. Ça, ici, c'est un exemple justement de prompt-based programming dans le cas d'automatisation. Et ça fait un peu de sommaire. Puis ce qui est intéressant, c'est que Vention, aujourd'hui, on est assis sur environ 400 000 designs qui ont été faits. C'est des pièces Lego qui s'emboîtent les unes aux autres. Puis évidemment, comme on travaille avec des pièces Lego, les pièces ont toujours un nom, un poids, une position géométrique dans l'espace. Et ça nous permet de faire des super belles inférences pour prédire des choses. Fait que dans le premier cas que je vous ai montré, on peut prédire la prochaine meilleure pièce. On est capable d'aller creuser comment ces deux pièces-là s'assemblent généralement ensemble, comment les gens essaient de les mettre ensemble et de prédire. On est capable de comprendre quel genre de fonctions sont utilisées pour faire telle ou telle tâche, puis évidemment d'aider les utilisateurs à gagner en expertise en utilisant un copilot. On est capable de simuler des machines complètes justement avec des engins de simulation physique. Puis tout ça, évidemment, ça prend des GPU pour rouler ça, ces machines-là. Puis là, on parle de Machine Motion AI qui, par défaut, permet de contrôler la totalité d'une machine, comme vous avez vu chez DeFeed, 30 moteurs, environ 160 sensors, une boîte comme ça contrôle tout ça, et boîte qui maintient la relation entre le jumeau numérique et le jumeau physique en perpétuité. Il me reste une petite section, en fait, pour vous démontrer à quel point de plateformiser
et de productifier et d'utiliser les genres de technologies en IA est en train de changer la donne. Et s'il y a des petits moyens manufacturiers dans la salle, vous vous demandez peut-être est-ce que c'est réaliste de se mettre les mains là-dedans par soi-même. Et je vais vous montrer un peu ce qui est en train de se passer dans le marché. On a été privilégiés d'observer ces tendances-là depuis les dernières années. Et ce qu'on fait à chaque année, c'est inspirer, pour ceux qui écoutent Spotify, à la fin de l'année, vous recevez un beau compte-rendu de toutes les chansons que vous avez écoutées. Fait que nous, à la fin de l'année, on regarde tout ce qui a été fait sur la plateforme, on normalise les données, on met tout ça confidentiel, puis on partage ça au marché. Voici ce qui s'est passé sur la plateforme Vention. Et ce qui est intéressant, c'est que comme tous les outils sont les mêmes à travers tous les projets, toujours les mêmes pièces Lego, le même logiciel de conception, le même logiciel de programmation, on peut faire des comparaisons intersectorielles. Quelle industrie va plus vite que l'autre, quelle taille d'entreprise est plus autonome, moins autonome, et ainsi de suite. Ça nous permet de couper les données de plein de façons. On publie ça à chaque année. Puis je vais vous montrer quelques apprentissages qu'on a fait à travers ces années. Ça, c'est la version qu'on a publiée avec les données 2023 qu'on a publiées au début de l'année. J'ancre quelques concepts. C'est quoi le DIY automation? Fait que do it yourself. Fait que souvent, c'est des gens qui ont le désir de le faire par eux-mêmes. C'est souvent des employés de l'usine ou des ingénieurs, des professionnels du secteur manufacturier qui veulent s'automatiser par eux-mêmes versus passer par un fournisseur de services. Qu'est-ce qu'une équipe de fabrication avancée? Ce qu'on remarque de plus en plus, parce que l'automatisation devient de plus en plus accessible et plus simple, on se rend compte qu'il y a des usines qui sont en train de mettre en place ces groupes-là pour justement livrer les projets d'automatisation à l'intérieur même des usines, s'assurer un standard. Et on voit ces groupes-là se former avec 1, 2, 3 ingénieurs, ceux qui dirigent la feuille de route et qui dirigent les projets. Et là, je vous amène dans les points clés. Ce qu'on voit, le 48 et le 17 c'est les petites et moyennes entreprises. Il n'y a pas de surprise, c'est eux qui utilisent le plus les plateformes. Pourquoi? Parce que c'est moins cher que les méthodes traditionnelles. Puis l'industrie qui en le fait le plus, je vais dans l'ordre, quand même beaucoup d'académia. Après ça, on tombe dans tout ce qui est industrial good, des laveuses, des bearings, tous des équipements manufacturiers où ces ingénieurs-là en font beaucoup. Ce qui est, tout moi, un des trucs qui est assez intéressant, c'est le niveau d'autonomie. Si on prend, par exemple, une entreprise, je suis sur le graphique de gauche, 47 de tous les projets qu'ils vont faire sur la plateforme vont être 100 autonomes. Ce n'est pas 100 Des fois, ils vont demander de l'aide, soit de Vention, soit d'un intégrateur système, mais ils sont capables d'en réaliser une portion par eux-mêmes. C'est souvent les projets plus simples, mais ça ouvre la porte. Souvent, c'est des cas d'utilisation qui n'auraient pas été automatisés dans un monde traditionnel, mais maintenant, ils sont capables de le faire par eux-mêmes. C'est l'entreprise qui a le plus gros taux, justement, de cette automatisation-là. Puis, l'industrie qui en fait le plus, c'est quoi ce qu'on a marqué ici? Fabrication électronique qui en font le plus. Puis ça, c'est intéressant parce que ce qu'on se rend compte, les industries qui ont des courts cycles de vie, consumer electronics, c'est assez court, versus aerospace, très long. Un avion, ça dure 25 ans. Un bidule électronique, ça dure 18 mois. Pour les cycles de vie de produits qui sont courts, la rapidité d'adoption est beaucoup plus grande. Il n'y a pas de surprise, les planchers manufacturiers se renouvellent beaucoup plus vite dans ces industries-là que dans les industries où les cycles de vie de produits sont longs. Après ça, à quel point on réalise des projets par année. Et ça, il n'y a pas de surprise, c'est la grande entreprise qui en fait le plus. Ce n'est pas les clients principaux, mais ceux qui le sont font plus de projets. Puis la logique ici, c'est assez simple, c'est que les planchers manufacturiers sont plus gros. Donc, il y a plus de cas d'utilisation qui peuvent être automatisés avec des plateformes. Puis ici, distribution d'automatisation qui est le plus gros. Vous voyez, il y a quand même pas mal de monde qui sont en train de se mettre les mains dans ce genre de concept-là pour automatiser avec une nouvelle façon, une façon plus par produit. Puis si on fait la somme de ce qui se passe au niveau plateforme, ce qui se passe au niveau productisation, puis ce qui s'en vient avec l'IA, la barrière à l'adoption va simplement devenir plus basse. Ça va permettre à plus de monde d'utiliser. C'est assez positif pour le futur. J'espère que c'était utile. J'espère que ça vous a dérangé un peu, juste assez, que ça vous a fait réfléchir. Puis je vais être encore ici pour quelques questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne, pour la présentation. Est-ce qu'on aurait des questions dans la salle? J'en aurais peut-être une pour toi, Étienne. Certainement.
Écoute, c'est tellement impressionnant, la plateforme, surtout avec le cas d'utilisation avec DeFeed, là, la vitesse d'implantation à laquelle vous êtes capable de déployer ça en entreprise. Je me demande, puis là, je comprends que c'est une question qui est négative, là, mais dans quel contexte est-ce que votre plateforme et vos outils ne seraient pas des bonnes solutions? Non, puis en fait, il y en a plein. En fait, je vais être super honnête. Si on est d'un manufacturier de haut volume, Vention n'est pas la bonne solution. Aussitôt qu'on va être sur des cadences de production de 3 à 5 000 unités par mois, j'ai commencé ma présentation comme ça, il y a une panoplie d'offres dans le marché avec des solutions qui sont complexes, coûteuses, mais adaptées au projet de haut volume. Et je ne recommanderais pas Vention pour ça. Peut-être que dans 10 ans, mon discours sera différent, mais pour le moment, on se concentre la petite et moyenne entreprise. Voilà. Mais c'est excellent, Étienne, étant donné que le tissu manufacturier du Québec est souvent constitué de PME qui œuvrent dans le petit volume. Là, je trouve que vous vous positionnez super bien pour nos manufacturiers. Il y aurait Fabrice qui a une question? Oui, une petite question. Si, admettons, je fais un convoyeur qui peut transporter des boîtes, est-ce que le jumeau numérique peut savoir l'étendue, par exemple, la taille des boîtes que je peux utiliser sur ce convoyeur-là? Oui. Fait que si tu mets une boîte de 50 kg, puis c'est un convoyeur à O-ring, un coefficient de friction, éventuellement, ta boîte va arrêter de bouger. Bon, que ça va être complètement similaire. OK, merci Voilà. beaucoup. Une partie de ma question en réponse, qu'on s'adresse aux PME, mais la question que j'aimerais poser, c'est la possibilité d'intégrer les analyses de contraintes, par exemple, pour les convoyeurs qu'on a là. Est-ce qu'avec Vention, je suis capable de pouvoir déterminer si mes supports, disons, si mes armatures vont supporter, par exemple, le poids de mes cartons et tous les accessoires qui sont sur, donc, que va porter donc, mon armature? Partiellement. J'aimerais vous dire qu'on est dans l'entreprise de remplacer le cerveau des ingénieurs, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a des calculateurs qu'on donne en ligne qui permettent aux gens de faire certains tests. Mais si vous voulez une analyse, encore élément fini, poussée pour des contraintes dynamiques, qui prend encore les coefficients de friction, des vis, des écrous, ainsi de suite, on va retourner dans le logiciel marché, on va sortir le jumeau numérique de Vention, puis on va l'amener dans le bon logiciel, que ce soit N6 ou autre, pour faire ça. Fait que partiellement. On donne quand même plusieurs outils, mais on ne remplace pas le cerveau et le jugement de l'ingénieur. Voilà. Merci beaucoup, Étienne, pour cette présentation-là. Très intéressant. Merci bien.